Dans notre dernier épisode, nous avons vu comment Alain Corbin révélait que même nos sens sont historiques. Nos odeurs, nos dégoûts, notre rapport au corps, rien n'est naturel. Tout se construit dans le temps. Aujourd'hui, nous allons franchir un pas supplémentaire, un pas vertigineux. Si nos sens sont construits, qu'en est-il des différences entre hommes et femmes? C'est la question que pose l'historienne américaine Joanne Wallach Scott, figure majeure de l'histoire du genre. Avec elle, on ne se contente plus de raconter ce que les femmes ont fait, on interroge comment la catégorie « femme » a été produite, utilisée, naturalisée. Qu'est-ce que cela veut dire être une femme en 1850, en 1950, en 2026? Réponse: pas la même chose. Car le genre n'est pas une essence, mais une construction historique, politique et symbolique. Dans les années 1960-70, sous l'influence des mouvements féministes, l'histoire commence enfin à documenter la place des femmes, ouvrières, suffragettes, domestiques, militantes. Un immense progrès. Mais avec un angle mort. On présume que femme est une catégorie évidente. On cherche ce que les femmes ont fait, mais rarement comment la société définit ce qu'est une femme. Or, être femme, sous la Révolution française, dans la société victorienne ou dans les années 2020, n'a pas la même signification ni les mêmes conséquences sociales. Scott va montrer que la catégorie « femme » n'existe pas avant d'être définie socialement, ce qui change tout. En 1986, Scott publie l'article devenu fondateur. Gender, a useful category of historical analysis. Le mot gender circule déjà dans les sciences sociales. Les sociologues parlent de division sexuée du travail. Les anthropologues montrent que la masculinité et la féminité varient selon les cultures. Les politistes analysent la citoyenneté au prisme du genre. Scott fait un geste décisif. Elle branche l'histoire sur ses réflexions et en tire une proposition théorique forte. Le genre n'est pas seulement un thème, c'est un outil critique pour relire le politique, l'État, le travail, la citoyenneté, les classes sociales. Ce n'est plus ajouter des femmes au récit, c'est relire tout le récit autrement. On objecte parfois, si le genre est construit, la biologie n'existe plus? Scott ne dit jamais que les corps sont imaginaires. Elle distingue le sexe biologique, organes, hormones, capacités somatiques, et le genre, c'est-à-dire la manière dont une société interprète ces différences et en fait des normes. Le corps existe, mais la signification sociale qu'on lui donne, les femmes sont douces, les hommes ne pleurent pas, une mère doit rester au foyer, n'a rien de naturel. C'est là que se loge le pouvoir. Scott définit le genre comme un élément constitutif des rapports sociaux fondés sur la différence des sexes, une manière première de signifier les rapports de pouvoir. Le genre n'est pas un constat, c'est un principe de classement. Et ce classement produit des hiérarchies. Exemple, le travail au XIXe siècle. Les statistiques disent « les femmes ne travaillent pas ». En réalité, elles travaillent sans cesse, linge, soins, artisanat domestique, commerce informel. Mais le mot travail est défini comme activité rémunérée masculine dans l'espace public, ce qui rend invisible tout le travail féminin. Le genre agit comme un filtre du réel. Même chose pour la citoyenneté. Construite sur un modèle masculin, elle a longtemps exclu les femmes au nom d'une nature supposée incompatible avec la politique. Scott nous invite à devenir des archéologues du langage historique. Chaque fois qu'un mot paraît neutre, travail, famille, raison, citoyen, nature, il faut demander qui définit, qui est inclus, qui est exclu. John Scott ne fait pas qu'ajouter une case « femme » dans le récit historique. Elle transforme notre manière de faire de l'histoire. Elle dynamite les catégories évidentes. Elle montre que ce que l'on croit naturel est souvent politique.
Elle invite à débusquer le pouvoir dans le langage lui-même. Sa leçon: chaque fois qu'une différence est présentée comme naturelle, méfions-nous. Derrière la nature, il y a souvent de l'histoire et du pouvoir. C'est pourquoi son travail ouvre la voie à d'autres critiques, notamment celle de Dipesh Chakrabarty, qui proposera de provincialiser l'Europe, montrer que l'histoire occidentale n'est qu'une histoire parmi d'autres possibles. Merci pour votre écoute et comme toujours, restez curieux.